d'où je parle. Ça va être la question importante parce que effectivement, sur cette affaire-là, j'ai deux casquettes et demie, voire trois. La première casquette initiale, c'est que je suis médecin, je suis cardiologue et que j'étais très engagé dans l'organisation des soins et de la formation médicale continue jusqu'il n'y a pas très longtemps. La deuxième casquette, c'est que je suis représentant d'associations d'usagers, étant diabétique. Je suis moi-même, j'ai succédé à Gérard Raymond à la Fédération française des diabétiques comme vice-président et je suis en charge de tout ce qu'on appelle le plaidoyer, les relations externes, c'est-à-dire tout ce qui est au cœur du sujet actuellement sur les parcours de soins, les prises en charge et dans le Covid, en particulier sur diabète et Covid, on en dira peut-être un mot. Et puis la troisième casquette, mais les trois sont convergentes là dans le sujet d'aujourd'hui, c'est que je suis également conseiller scientifique au HCAM, le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le HCAM. Le HCAM, ça dépend du Premier ministre d'abord, ça ne dépend pas du ministère de la Santé. C'est une institution, un haut conseil composé de quelques membres permanents. Anne-Marie Brocard en est la présidente, Nathalie Fourcade et Renaud Le Gall en sont les secrétaires généraux euh, et secrétaires généraux adjoints. Nous sommes quelques conseillers, moins d'une dizaine, et il y a une plénière qui regroupe l'instant, pas l'intégralité, mais une grande partie des parties prenantes du système de santé, depuis les syndicats de salariés, CGT, CFDT, jusqu'aux fédérations hospitalières et des syndicats de médecins et les différentes institutions, dont les ARS, l'HAS, enfin tout ce que vous voulez. Et l'objectif du HCAM, c'est de rendre des avis prospectifs qui vont s'appliquer, parfois extrêmement rapidement, parfois plus lentement, mais qui ont vocation à s'appliquer dans les lois ou textes à venir, et en particulier dans les lois de santé ou dans les PLFSS. Euh, Moi, j'ai personnellement réalisé un travail qui était sur la place de la médecine et l'organisation de la médecine spécialisée dans le système de soins et l'articulation soins primaires, soins secondaires avec les équipes de soins spécialisés. D'ailleurs, le mot équipe de soins spécialisés est apparu dans une loi avant même que l'avis soit rendu par le HCAM. Pourtant, c'était une idée du HCAM, bonne ou mauvaise, mais c'était une idée du HCAM. Et sur le sujet, je suis missionné pour travailler sur un sujet qui regroupe l'ensemble des parties prenantes du HCAM, qui est comment mettre la population au centre de la transformation du système de santé. Voilà, donc c'est tout à fait l'enjeu dont vous parlez. Et ce qui est très intéressant, je vais me dire d'amusant, c'est la concordance de temps de cette réunion d'aujourd'hui avec ce qui est paru il y a moins d'un mois, enfin il y a un peu plus d'un mois, mais dont on a eu connaissance que très récemment sur l'étude anglaise de ce merveilleux système qui est le NHS, que tous les politiques envient aux Anglais du fait de son efficience. Et ben, du côté des patients, c'est une étude faite par l'Association des patients, une étude qui s'appelle Being Patient, être un patient. Et ben, ce n'est pas tout à fait le même avis de la part des patients du système anglais, parce que les trois mots qu'ils ont retenus du fait d'être malade en Angleterre, et les trois mots principaux étaient frustrant, effrayant et vulnérable. Et la conclusion était que l'impact sur la vie d'un patient est plus grand. Plus l'impact de la vie d'un patient est grand, moins il est susceptible d'avoir d'informations, et que naviguer dans le système de santé aggrave souvent l'expérience des patients, du moins à court terme. Vous voyez que c'est un constat qui est extrêmement sévère de la part des patients anglais. On peut nous aussi faire un constat sévère. Je ne sais pas s'il serait aussi sévère, mais c'est là justement la question que se pose
le HCAM, comme l'a dit Bernard tout à l'heure, il y a rarement des évaluations qui sont faites sur les programmes, que sur les programmes de santé publique ou les programmes politiques qui sont mis en place. Eh bien, la question que se pose le HCAM, c'est demandons leur avis aux principaux concernés, non plus comme on le fait toujours dans une logique d'offre, mais plutôt dans une logique de besoin. C'est-à-dire, de quel service avez-vous besoin et comment faire pour essayer d'adapter le système de manière à ce que on puisse rendre effectivement aux patients, alors ce n'est pas du tout les mêmes suivant les pathologies, bien entendu, et ce n'est pas suivant le niveau des déterminants sociaux de santé et suivant le niveau social, on est bien d'accord, mais passer à cette logique de service de manière à comment construire un système qui ne soit plus comme on l'a fait jusqu'à présent, basé sur l'offre, mais plus basé, alors peut-être pas sur les besoins, parce que la notion de besoin, j'en parlerai tout à l'heure, c'est quelque chose de besoin ressenti, besoin réel, c'est quelque chose, mais au moins sur le service minimum attendu pour les patients. Et donc, on va travailler sur ce sujet. Alors, il n'y a pas que moi qui travaille, bien sûr, sur ce sujet. Moi, la partie de mon boulot, qui correspond un peu à ce que vous dites, c'est qu'on a fait des enquêtes sur les citoyens, et je vais en dire un mot aussi un petit peu, sur les enquêtes citoyennes et la démocratie sanitaire, vu de ces côtés-là. Mais là, on a décidé de passer par les associations et de demander aux associations, pour la population que vous représentez, quels sont les services attendus que vous avez, quels sont donc les manques et comment mettre en place des solutions s'il y a des manques pour apporter ou répondre à ces besoins, à ces services. Éventuellement, est-ce que vous, association, pouvez contribuer à régler ces services? Et ça rapporte directement ce que disait Bernard tout à l'heure, où les associations ne doivent pas servir de voiture balai quand l'État est déficient, mais les associations peuvent néanmoins apporter des services à la collectivité en s'intégrant réellement dans le système de santé, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, pourquoi ce n'est pas le cas aujourd'hui? La crise du Covid a été exemplaire. On a crié à un déni de démocratie sanitaire, on a crié dans la presse qu'elle avait été mise entre parenthèses par le Covid, et tout ça, c'est un peu vrai, mais pourquoi? C'est parce qu'il existe en France une très belle démocratie sanitaire. Il y a Paul Loup qui vient me dire que moi, j'étais représentant des diabétiques. Oui, tout à fait. Donc, j'interviens, je ne sais pas si je l'ai dit, mais je suis également représentant des diabétiques. Tout à fait. Ah oui, c'était une réponse. Je suis étonné de ne pas avoir un seul patient. Voilà, je comprends. Excusez-moi, je prends en marge les questions. Il ne faut pas, ça me coupe. Oui, donc je porte la voix des patients diabétiques. Et au niveau du HCAM, je suis là-bas dans ce travail que je vous présente pour porter la parole des usagers, ou du moins pour recueillir la parole des usagers. Alors, je disais, qu'est-ce qui s'est passé dans cette démocratie sanitaire, cette crise de démocratie sanitaire en France pendant le Covid? On est le pays au monde qui a été le premier à légiférer sur la démocratie sanitaire. La loi du 4 mars 2002 est exemplaire. Les travaux qui ont été faits sur la décision partagée en France sont exemplaires, même si nos amis canadiens sont également très en pointe sur ces sujets-là. Mais en France, la démocratie sanitaire, elle est essentiellement représentative. C'est-à-dire qu'on a des représentants désignés, dûment désignés par des autorités pour siéger, parfois avec des voix consultatives, mais parfois et souvent avec des voix effectives, qui sont nominatives et qui peuvent voter dans les différentes instances. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant la crise du Covid? Et on l'a au niveau national, on l'a au niveau régional, et on l'a beaucoup moins au niveau départemental, mais on l'a dans les hôpitaux. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la crise du Covid? On s'est aperçu que finalement, toute cette, je ne veux pas dire que c'était une mascarade, comme a dit une femme politique, mais je veux dire, on s'est complètement passé à tous les niveaux de la démocratie sanitaire pour toutes les décisions qu'il y avait à prendre
dans une crise pourtant grave qui mettait en jeu la vie de chacun des citoyens. Il n'y avait pas de représentants d'usagers au sein des différents conseils scientifiques initiaux et en particulier du Grand Conseil. On va nous dire, ce n'est pas des experts, peut-être. Il n'y avait pas, les CRSA ne sont pratiquement pas travaillés, on ne leur a pas demandé leur avis. La conférence nationale de santé n'a été sollicitée que par l'intermédiaire de son président pour participer à des travaux, mais le président, c'est un médecin professeur de santé publique. Et dans les établissements de santé, quelle que soit la taille, du plus gros CHU au plus petit établissement, quand il a fallu prendre toutes les décisions urgentes qu'il y avait à prendre, on n'a pas du tout interrogé les représentants des usagers pour demander quel était leur point de vue quant aux mesures qui devaient être prises, même si par ailleurs le travail a été assez formidable dans les établissements hospitaliers. Voilà. Donc, on voit qu'on a une démocratie sanitaire représentative, mais en fait, une démocratie sanitaire qui, au point de vue de l'organisation, on va dire, nationale, régionale et même départementale, n'est pas très efficace au point de vue de l'organisation des soins, c'est-à-dire qu'on ne demande pas trop l'avis aux usagers pour savoir comment ça doit s'organiser, et y compris dans les CPTS. Et là, je m'en bats la coulpe, puisque j'étais aussi un peu à l'origine de cette affaire-là, mais volontairement, nous n'avons pas inclus de représentation de la démocratie sanitaire d'usagers, pour dire simple, dans les CPTS, parce que ça nous a paru trop compliqué, dès le départ, de faire ce travail, alors que les professionnels avaient déjà besoin de s'entendre entre eux pour arriver à s'organiser. Et Bernard voit à quel point c'est difficile, alors que dans les GHT aussi, ils avaient besoin de s'organiser. Donc, il n'y a pas non plus de représentants des GHT dans les CPTS, mais ça devra venir. C'est notre perspective. Alors, passer d'une logique d'offre à une logique de service, ce n'est pas seulement une question d'argent. Ça ne veut pas seulement dire, comme le disent les députés, quels sont les besoins, et on détermine l'Ondam financièrement à partir de besoins, ce qu'on ne fait pas. L'Ondam, il est déterminé à partir de ressources. On ne peut pas dépenser plus qu'on a, et pourtant on le fait déjà chaque année, mais il y a des limites. Donc, ce qui est important dans la maîtrise médicalisée de l'Ondam, ce n'est pas la détermination de l'enveloppe, c'est la manière dont ça va être utilisé. C'est ça qui est important. Et quand on dit médicalisons l'Ondam, ça ne veut pas dire allons demander à chacun ce qui lui manque en termes de sous pour lui donner et essayer de lui apporter. Ça veut dire essayons d'utiliser de manière la plus pertinente possible, la plus efficiente possible, chaque denier, parce que ce qui va être dépensé quelque part ne le sera pas ailleurs. On raisonne en contrainte des coûts. On est en maîtrise et en contrainte des coûts. Si on fait un choix sur la santé, ça risque de se retraduire sur l'enseignement, sur la sécurité, sur beaucoup de choses. Et les gens n'ont pas conscience de ça. Mais c'est un point qui est extrêmement important et où, pour nous, usagers, il y a une convergence qu'on trouve tout de suite, c'est sur la prévention. Tout ce qu'on met pas tout ce qui est mis sur la santé et qui n'est pas mis, enfin la santé au terme sanitaire, et qui n'est pas mis sur la prévention, sont des malades de demain. On voit très bien dans cet exemple. Voilà. Donc, pour essayer de faire bref et répondre sur toutes questions, puisque comme je n'ai pas assisté à beaucoup d'interventions au préalable, je ne sais pas très exactement où en est votre questionnement. Le constat qu'on a fait, j'ai bien aimé la parole de Bernard tout à l'heure, entre le local et le global, parce qu'en fait, il existe un mot que j'ai découvert il n'y a pas tellement longtemps, qui est le glocal. Justement, quand on parle de glocal, c'est un mot qui est dans le dictionnaire, il paraît, et quand on parle de glocal, ça veut dire c'est l'alliance du local et du global. Voilà. Et donc, on est dans cette situation. On est dans un pays très jacobin, avec une loi chaque année, le PLFSS, qui va déterminer des enveloppes et des sous-enveloppes, avec des représentations de l'État en région qui sont les ARS et qui vont
s'attacher à bien gérer l'ensemble de ces ONDAM, avec une assurance maladie qui va bien et s'attacher à gérer l'ensemble du sous-ONDAM de ville. Jusqu'à ce niveau-là, l'articulation, elle est bonne entre le national et le régional, voire le départemental pour les CPAM, mais c'est après que ça coince. Parce qu'après, il n'y a plus d'articulation entre le local, le territorial et effectivement, quand je dis il n'y a plus, il n'y avait plus, il n'y avait pas. Parce que quand même, la volonté de mettre en place les CPTS, c'était une volonté de santé publique de ce type. Et là, je voudrais saluer vraiment le travail de l'assurance maladie qui a mis au point un système informatique. Il faudrait vérifier si ça fonctionne, mais j'ai essayé sur plusieurs communes et plusieurs territoires, qui est assez remarquable, qui s'appelle Rezone CPTS, qui vous permet de déterminer dans chaque commune ou dans chaque groupe de communes qui peut composer un territoire, quelles sont les caractéristiques épidémiologiques et démographiques de la population, population en termes d'usagers, mais aussi population en termes de professionnels de santé, qui vous permet de voir quelles sont les problématiques épidémiologiques des différentes maladies, quelles sont les mesures de prévention, par exemple, détection du cancer du côlon ou détection. Et c'est des outils qui sont instantanés et à disposition des professionnels et des associations pour essayer de mieux gérer et de mieux appréhender les services dont ont réellement besoin les usagers, les patients et les professionnels sur le terrain. Et donc, c'est ce travail qu'il va falloir que nous menions et que nous essayons de mener, que les associations d'usagers, comme l'a très bien dit Bernard, ne servent pas de voiture-balai pour essayer de ramasser et de combler les, les défauts, mais puissent réellement participer à l'offre de soins, non pas en soignant, quoique il y a beaucoup de patients experts qui travaillent dans l'éducation thérapeutique vis-à-vis des patients, en particulier en cardiologie et en diabétologie, et là, ils ont réellement un rôle aux côtés des soignants. Et c'est cette articulation-là qu'on veut essayer de porter, de mettre en place en justement interrogeant, on a choisi de le faire par la voie des associations, agréées ou pas, hein, parce qu'il y a à peu près autant d'associations qui sont agréées et représentatives que d'autres, et il y a des associations non agréées qui font un travail de terrain remarquable. Si on prend deux exemples gigantesques que sont Emmaüs ou que sont par exemple les Restos du Cœur, ce ne sont pas des associations agréées. Et pourtant, elles font un travail sur le terrain qui est absolument non contestable. Et donc, d'essayer de partir de la définition et du recueil des besoins et des services attendus par la population à partir des… Et alors, on a choisi l'angle de passer là à partir des usagers, du moins l'angle pour ce qui concerne la mission. D'autres le feront à partir des élus locaux, parce que c'est extrêmement important. Les élus territoriaux et les communautés territoriales sont absolument importantes et majeures, et d'autres le feront à partir des professionnels et des établissements hospitaliers. Voilà, en gros, je ne sais pas si je réponds à la question qui m'était posée, mais en gros, on a vu qu'il y a un gap entre ce qu'on va mettre le paquet macro-méso et le paquet micro-nano. Macro-méso, c'est l'État et la région. Micro-nano, micro, c'est département, c'est un gros micro, CPTS, et l'anneau, c'est les équipes de soins directement sur le terrain. Voilà, et essayer de voir comment on peut faire en sorte de faire des propositions, puisque c'est l'objectif du HCAM en l'occurrence. Et nous, patients diabétiques, on a beaucoup de propositions à faire sur l'accompagnement thérapeutique versus l'éducation thérapeutique. Et ça fait partie des deux petites apartés par lesquels je voudrais conclure. On a beaucoup de propositions à faire sur ce terrain. Alors, deux propositions, deux petites remarques particulières. Accompagnement versus éducation thérapeutique. Et j'ai terminé, ce sera très bref. Merci. Alexia. On a enfermé l'éducation thérapeutique dans la loi HPST
dans une espèce de carcan administratif, des programmes autorisés, avec des personnels formés, certes bien formés, mais vraiment un carcan administratif qui a fait que ce sont des espèces de ghettos après dominance hospitalière, si ce n'est pas tout le cas tout le temps, mais qui fait qu'en fait, moins de 15% des populations concernées peuvent bénéficier de l'éducation thérapeutique et des programmes complets. Alors que la plupart des patients ont besoin d'un accompagnement thérapeutique, c'est-à-dire d'une éducation un petit peu plus soft et qui peuvent être parfaitement réalisées sur le terrain, aussi bien par des professionnels de santé que par des patients experts ou des experts bénévoles. Et on a un domaine là criant qui est celui de la rupture numérique avec tous les patients qui ne sont pas capables de s'en servir et qui ont besoin d'être aidés, accompagnés au quotidien. Donc, dans nos revendications, de l'accompagnement thérapeutique, c'est justement un système qui permettrait de prendre en charge tout ce qui n'est pas remboursé par l'assurance maladie, qui va depuis la diététique, les soins psychologiques dans la plupart des endroits, la dictologie, l'exercice physique, et puis même la formation au numérique, toutes ces choses pour qu'un patient soit un bon patient, entre guillemets, et qu'il puisse les utiliser. Il a besoin d'être accompagné par des gens qui savent comment ça marche. Et ça peut être tout à fait le boulot des associations de patients. Le deuxième point, c'est sur à qui demander, à qui demander son avis. Là, nous avons été très frappés de voir que quand on fait des grandes conférences citoyennes, comme c'est la mode, il y a eu celle sur le climat, il y en a un certain nombre qui sont faites, on voit qu'il y a une espèce, comment dire, d'inhibition peut-être de la part des gens qui participent, qui vont faire des propositions qui sont magnifiques, hein, voir celle sur la taxe routière, celle sur l'augmentation du pétrole pour diminuer, mais qui ne passent pas au niveau du terrain. Parce que même si on a fait une concertation citoyenne, au moment où on la met en application avec les gens qui vont la subir, eh ben, ça passe pas. On l'a vu avec les bonnets rouges euh, pour ce qui est la taxe routière. On l'a vu avec les gilets jaunes pour la taxation. C'était le point de départ, quand même, rappelez-vous, sur l'essence. Donc, les grandes. Et puis là, aujourd'hui, on le voit sur la malbouffe pour les enfants, où on voudrait mettre des taxes sur les produits dangereux pour l'alimentation. Et dès qu'on a essayé de le passer au Parlement, là, il y a un veto complet de la totalité des élus à cause des lobbies de l'agroalimentaire. Donc, il y a un problème quand même de passer de la concertation nationale à des choses qui soient acceptables par les citoyens. C'est un problème quand même que de constater qu'on fait des grandes concertations citoyennes et qu'après elles sont inapplicables parce que ça ne correspond pas en fait à ce que veulent les gens. Ça, c'est quand même un problème. Alors, on nous a opposé à ça la République dite des experts, où il y a des gens qui savent et qui décident pour les autres. On a vu avec les Covid ce que ça a donné. On avait de très bons experts et puis il y en a d'autres qui étaient un petit peu délirants. Donc ça aussi, c'est un vrai problème sur lequel on a besoin de réfléchir. Comment impliquer les individus, la population d'une manière générale dans le choix des décisions, la mise en place des décisions et après l'évaluation des décisions qui ont été mises en place. Voilà, j'ai peut-être été un petit peu long, je suis désolé. Il y a beaucoup de choses à dire, il y en a bien plein que je n'ai pas dit, bien sûr. S'il y a des questions auxquelles je peux répondre, et pour essayer, alors je n'ai pas du tout abordé la santé mentale, ce n'est pas du tout mon sujet, mais elle ne sera pas oubliée par le HCAM. Il y a un groupe de travail complet qui travaille sur ce sujet. Je vous prie de bien le savoir. De la même manière que sur la précarité, on travaille énormément sur la précarité, mais c'est dans un autre cadre et d'un autre groupe de travail. Voilà, merci beaucoup Alexia, merci Paul Lou de m'avoir invité. Et puis vous serez sûrement les uns ou les autres interrogés par l'un d'entre nous au cours de cette consultation qu'on va faire. Merci Jean-François.
Et finalement, merci de nous amener à réfléchir en fait sur une réarticulation de ces niveaux par le bas en fait, et en partant des acteurs que l'on entend peu ou moins, que sont certes les patients, mais on pourrait élargir aussi aux habitants, aux citoyens, et du coup à re-questionner ces nouvelles formes de responsabilisation dans les politiques de santé et dans les actions publiques.